Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Un numéro un peu particulier en cette période de crise sanitaire. Le séisme du coronavirus touche toute notre planète, entraînant ce que les spécialistes qualifient déjà de pire crise économique depuis 1929. Quel est l'impact de cette crise sur la vie des entreprises? Comment les accompagner dans l'urgence? Et quelles seraient les conditions pour éviter leur effondrement? Voilà le sommaire de ce numéro spécial de Classe Affaires, avec confinement oblige, des invités en visioconférence. Bien sûr, notre expert, c'est Didier Bruno qui est avec nous, membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Avec lui, on fera un peu d'histoire et on développera cette notion de récession. Nous sommes aussi en ligne avec Francis Bénet, le directeur de la Banque de France en Isère, et Pierre Streff, le président du MEDEF dans le département. Dans quelques secondes, nous accueillerons Danielle Chavant, la présidente de l'UMI 38, les professionnels de l'hôtellerie et la restauration, et Thibaut Richard, le président de la fédération du BTP dans le département. Ce sera dans la seconde partie de l'émission. Avec tous nos invités, nous ferons le point sur la santé de ces secteurs d'activité, évidemment très impactés par cette crise. Véritable guerre, selon les termes du président de la République. Voilà donc pour le sommaire de ce nouveau numéro de Classe Affaires. Bienvenue dans le club de l'économie en Isère. Didier Bruno, Francis Bénet, Pierre Streff, bonjour à tous les trois. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour Christophe. La terrible pandémie du coronavirus entraînera, c'est désormais une certitude, une terrible crise économique. Le Fonds monétaire international prédit un désastre rare, la plus grave récession en un siècle. Et ce mot de récession, on l'a beaucoup entendu ces dernières semaines. C'est donc important de revenir dessus. Didier Bruno, la récession, c'est quoi exactement ? Oui Christophe, je pense que c'est important dans cette période un peu particulière de revisiter d'abord un peu l'histoire et puis de revisiter aussi la théorie, même si ce qu'on vit est de nature très différente et nous n'avons pas toujours les concepts pour bien comprendre et analyser ce qui se passe. Alors la récession, une situation de récession, elle est, ce qu'on voit dans les manuels d'économie, caractérisée par 2 trimestres consécutifs marqués par l'amortissement significatif du produit intérieur brut. Voilà, donc c'est une situation qui est assez souple. En fait, le terme de récession, il englobe 2 choses. Un phénomène de ralentissement de la croissance économique. En général, la croissance est inférieure à la croissance potentielle du pays. Et puis, une chute du produit intérieur brut. Voilà comment on définit la récession. La dépression économique, c'est une récession, j'allais dire, qui s'installe dans la durée et qui, bien sûr, cause des dégâts beaucoup plus importants sur le plan économique, sur le plan social et souvent sur le plan politique également. Voilà pour le vocabulaire. Est-ce qu'on a déjà une petite idée de l'ampleur de la récession qu'entraînera cette crise du coronavirus? J'imagine que c'est un peu prématuré, mais est-ce qu'on peut déjà essayer d'évaluer les dégâts, si j'ose dire? Oui, alors le FMI, l'OCDE et puis bien sûr beaucoup d'instituts de conjoncture tous les jours revisitent les chiffres de la croissance pour essayer d'approcher cette récession. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, pour le FMI par exemple, ce serait une réduction du PNB de l'ordre du PIB de l'ordre de 3% au niveau mondial. Mais par contre, un rebond en 2020, on parle d'un rebond autour de 5,5-6%. Pour la zone euro, ce serait donc une baisse de 7,5% cette année, avec un rebond l'année prochaine autour de 4,5-4,6%. Et pour la France, on serait sur une baisse du PIB de l'ordre de 8%. Si on part sur un déconfinement progressif à partir du 11 mai, vous voyez, donc mon chiffre était avant les annonces du Premier ministre, donc c'est un peu le consensus aujourd'hui, mais c'est un consensus qui évolue en permanence. En tout cas, ce sont des perspectives extrêmement pessimistes sur le plan de la contraction d'activité, comme nous n'en avons pas connu depuis très très longtemps, depuis la Seconde Guerre mondiale.
Alors précisément, vous parlez de contraction de l'économie. Est-ce qu'on connaît les conséquences de cette récession sur les différents points de notre économie? Oui, alors cette récession, bien sûr, cette crise, qui est important de souligner, c'est que c'est une crise sanitaire qui entraîne une crise économique. Pour des gens de ma génération, on a connu des crises, la crise Internet, on a connu le 11 septembre, on a connu bien sûr la crise financière qui était partie des subprimes américains il y a une dizaine d'années. Mais là, on est dans une crise tout à fait nouvelle, on est dans une crise totalement mondialisée, bien sûr, mais on est dans une crise du chiffre d'affaires et dans une crise je veux dire, une crise d'offres et une crise de demande. Hein, les entreprises ne peuvent très souvent pas trouver leurs fournisseurs habituels, et de l'autre côté, elles n'arrivent pas à rencontrer une demande qui n'existe plus du fait du confinement. Voilà, donc c'est une crise tout à fait nouvelle, une crise de chiffre d'affaires, et ça, bien sûr, c'est, j'allais dire, la pire des situations pour les agents économiques. Donc, qui a des conséquences pour tout type d'agents économiques. On parle beaucoup des entreprises, des artisans, des commerçants aujourd'hui, mais ça aura bien sûr des répercussions sur le citoyen, sur son pouvoir d'achat. Ça aura des répercussions sur le monde des collectivités locales qui verront leurs recettes baisser, sur le monde du logement social qui verra lui aussi sa situation se dégrader. Ça aura des conséquences sur l'immobilier, sur la promotion immobilière, sur l'investissement immobilier. Bref, il y aura tout un enchaînement de très certainement de conséquences parce que tous les secteurs, j'allais dire, sont totalement liés et en plus, tous les pays sont liés les uns aux autres. Donc, ça crée vraiment une interdépendance, on va dire pas vertueuse, mais plutôt vicieuse, hein, mais importante pour plusieurs mois. Dans notre histoire contemporaine, vous l'avez déjà évoqué, on a d'autres exemples d'une récession de cette ampleur? Oui, alors on a d'autres exemples. On parle bien sûr de la crise de 29, hein, qui avait duré 3 ans avec les conséquences économiques. On a tous ces images en tête de la bourse de New York, de Wall Street, et puis ensuite les conséquences sociales et politiques. Voilà, et donc on a bien sûr Internet, qui avait été quand même localisé sur un secteur. On a eu le 11 septembre, qui a entraîné une crise, un moment d'arrêt, hein, pareil, de l'activité sur la planète. Et puis on a eu bien sûr la crise financière de 2008. Mais, donc on a eu des crises. Hein. Mais j'allais dire, cette crise-là, de par son ampleur, de par le fait qu'elle touche tous les agents économiques, tous les pays au même moment, elle est vraiment novatrice, quoi. Elle est vraiment nouvelle. On dit qu'il faut remonter pour retrouver une crise identique ou à peu près identique, il faut remonter à l'après-Seconde Guerre mondiale. Comment, à l'époque, est-ce qu'on avait procédé pour relancer l'économie? On a beaucoup parlé de ce plan Marshall à l'époque. Oui, alors à l'époque, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, j'allais dire, il n'en était plus j'allais dire, ni en dépression ni en récession. Il s'agissait de reconstruire les économies, notamment les économies qui avaient été libérées par les Alliés. Et donc, les Américains avaient mis en place un programme qu'on avait appelé le plan Marshall, qui a dû durer, je crois, de tête 3 ou 4 ans, entre 47 et 53, je crois, 1947-1953. Et c'est à la fois un programme de prêt, un programme de dons pour les pays, j'allais dire, de l'Europe occidentale, hein, au premier chef, bien sûr, la Grande-Bretagne, la France, mais aussi l'Allemagne de l'Ouest qui émergeait. Il y a à peu près 16 pays, je crois, qui ont adhéré à ce programme. C'était un programme d'une valeur aujourd'hui, je crois, si on le mettait en dollars courants, de 180 milliards de dollars actuels. Donc un programme très important, mais qui était conditionné à certaines choses, notamment conditionné à l'achat de produits américains, conditionné au fait que les pays européens ne rentreraient pas dans des processus de monétaire pour financer la reconstruction de leur économie. Bref, c'était, j'allais dire, un programme de reconstruction avec une dimension politique importante, mais c'est resté dans les esprits comme l'outil pour reconstruire rapidement des économies dévastées. Merci. Enfin, avec des résultats qui ont été plutôt effectivement efficaces à l'époque. Merci Didier pour ce petit point de vocabulaire et pour ce coup d'œil historique sur l'après-guerre. Alors quel plan Marshall est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui? On en vient tout de suite à cette question avec nos invités. Effectivement, les États ont mis en place des mesures d'urgence pour accompagner les entreprises et l'ensemble des acteurs économiques dans cette crise. L'État français en particulier a mis en place toute une batterie d'accompagnement pour les entreprises. Pour en parler, Francis Bénet, le directeur de la Banque de France en Isère. Est-ce qu'on peut assez sommairement survoler les différents grands points de soutien que l'État français a mis en place pour les entreprises?
Oui, alors l'État français comme les autres États, d'abord je devrais prendre un petit peu dans le cadre du plan Marshall, expliquer que dans un premier temps, l'État il est dû aller rechercher des ressources et il fallait en effet faciliter pour lui l'accès à des ressources extérieures. Donc en effet aujourd'hui le premier plan qui a été mis en place c'est plutôt par la BCE qui a agi sur deux niveaux. Euh, Élargir les actifs qu'elle prend en charge. Donc, en gros, ça veut dire quoi? L'urgence aujourd'hui, c'était de fournir des liquidités aux entreprises pour passer le cap du confinement. Donc, ces liquidités, comment on les trouve? D'une manière générale, il faut qu'il y ait des investisseurs qui achètent des actifs et pour les transformer en liquidités. Donc, en gros, c'est ce que fait la Banque centrale aujourd'hui. Elle a à la fois acheté de manière massive, elle a ouvert ses robinets, en gros, pour acheter des actifs et distribuer des liquidités aux banques et indirectement aux États, à des taux très bas, donc des liquidités qui ne coûtent pas cher. Et deuxièmement, elle a allégé les règles qui s'imposent aux banques lorsqu'elles donnent des prêts. Donc sur ces bases-là, en effet, l'État a mis en place plusieurs outils qui sont en gros des prêts. Alors les prêts, d'abord ce sont les banques qui les font. Donc c'est pas l'État qui prête dans un premier temps. La première idée c'était de faciliter les prêts par les banques. Donc c'est les mesures BCE que l'État appuie en donnant sa garantie au prêt. Et une garantie assez forte, ça veut dire qu'il donne une garantie aujourd'hui de 90% sur ce prêt-là. Donc, les banques disposent de liquidités, l'État garantit. Donc, l'idée de l'État, c'est que bien sûr, tant faire se peut, surtout au début, c'est que la garantie ne joue pas à terme. Voilà. Par contre, il est évident que dans des aspects un petit peu, ou des entreprises un petit peu plus compliquées à financer, il fallait carrément aller sur de l'aide directe. Donc, c'est la notion de fonds de solidarité. Et puis, aujourd'hui, en effet, sur du prêt direct fait par l'État. Donc, on a plusieurs niveaux. Le prêt bancaire, garanti par l'État, l'aide directe, fonds de solidarité, et derrière, le prêt direct par l'État, notamment au travers de son outil qui s'appelle la BPI. Alors, on reviendra sur les différents outils qui sont en place pour les entreprises. Peut-être, Didier Bruno, le rôle des banques comme relais de ces mesures d'urgence. Quelques mots? Pour nous, vous savez, c'est toujours une période extrêmement intense parce que la banque, c'est un commerce essentiel. Nous avons un certain nombre de missions et dans cette période de crise, ces missions, nous les assumons, toutes les banques. Bien sûr, la gestion des espèces, il faut approvisionner les DAB, il faut faire des crédits à l'économie, il faut traiter les moyens de paiement de nos clients, il faut sécuriser la collecte et l'épargne de nos clients. Bref, on est commerce essentiel et c'est pour ça que je pense que dans la région Aura, il y a eu très peu de fermetures d'agences bancaires et toutes les banques ont été, j'allais dire, sur le pont pour travailler à ces mesures d'urgence, que ce soit des mesures propres aux banques, puisque beaucoup de banques, dont la mienne, je fais en même temps sa publicité, mais enfin, je sais que les confrères l'ont fait aussi, on a fait beaucoup de reports d'échéances automatiques pour nos clients. Je sais qu'on a à peu près touché à peu près 20 000, 25 000 crédits pour plus d'1 milliard, 1,5 milliard d'euros de report d'échéance. Et puis, bien sûr, on a participé à la distribution du PGE dont parlait Francis, et puis aussi à plein d'autres dispositifs. Donc, bref, on a été extrêmement actifs dans cette période où vraiment, on était dans une situation d'urgence. Il s'agissait d'aider les entreprises à combler le manque à gagner très direct de chiffre d'affaires qu'elles constataient jour après jour, heure après heure pour certains secteurs. Alors, on va voir précisément les différents outils qui ont été mis en place pour accompagner les entreprises. On précise bien que cette crise sanitaire du coronavirus, ce n'est pas elle qui impacte directement l'économie, c'est bien le confinement qui a été ordonné pour éviter que la pandémie s'étende encore. Durant le mois de mars, un chiffre, 4,5 milliards d'habitants sur la planète, 60% des habitants de la planète ont été contraints ou incités au confinement. Et c'est effectivement ce confinement-là qui a créé une forte déstabilisation de l'économie. Alors, principal outil qui a été mis en place en France pour préserver les emplois, essentiellement, le chômage partiel, Francis Bénet. On évoque...
1 million, pour le chômage partiel, on évoque 21 000 entreprises en Isère. Pierre Streff, peut-être, sur le point en Isère. Oui, effectivement, j'ai eu des informations ce matin là, qui sont assez fraîches là, de la préfecture et tout. Donc 21 000 entreprises en Isère ont fait la demande. Et malheureusement, aujourd'hui, la hausse des demandeurs d'emploi en catégorie A augmenté de 8%. C'est une augmentation assez importante qui est assez inédite. Voilà les derniers chiffres qu'on a eus ce matin. Ce chômage partiel, Francis Benet, expliquez-nous le dispositif. C'est finalement l'État qui prend en charge les salariés mis en chômage partiel. Voilà, donc ça c'est un outil essentiellement européen et qui permet en effet à l'État de prendre en charge les charges de personnel à hauteur de 84% des entreprises qui se trouvent confrontées donc à une baisse d'activité et donc à une non-rentrée de ressources qui ne leur permettent pas de payer les salaires. Donc finalement c'est l'État qui prend le relais. Ça a un énorme avantage, c'est que d'abord ça préserve pour l'instant le pouvoir d'achat des ménages, puisqu'il y a un effet cliqué, notamment pour les ménages les plus fragiles, puisqu'on ne peut pas descendre en dessous du SMIC, donc c'est 84%, mais un minima le SMIC, et ça permet en effet, là aussi, aux ménages, pour l'instant, de garder un petit peu confiance et d'attendre en effet le retour à une activité normale. Alors, Bercy avait aussi annoncé un fonds de solidarité, 7 milliards d'euros, qui s'adressait plus précisément aux petites entreprises et aux indépendants, c'est ça ? Tout à fait. Donc là, en effet, il s'agit d'aider ces petites entreprises, donc généralement petits commerces, petits artisans, les restaurants dont on entend parler, les petits hôtels, qui eux peuvent se trouvent confrontés vraiment à un arrêt total de leur chiffre d'affaires. Et là, il faut en fait s'assurer que le dirigeant, qui est le salarié unique, ben, lui aussi, il ait son salaire, un minimum de revenus pour pouvoir payer en tant que personne physique ses propres charges. Donc le fonds de solidarité est là aussi une forme de maintien du pouvoir d'achat de ces entrepreneurs individuels. Il y a déjà eu plus d'1 million de demandes reçues pour ce fonds de solidarité pour un montant global pour l'instant estimé à 7 milliards, un budget estimé à 7 milliards d'euros. Alors on a aussi évoqué la question des reports de charges et d'impôts pour soulager les entreprises à court de recettes. Et alors durant le confinement, de nombreuses entreprises ont été mises à l'arrêt, sans un centime de chiffre d'affaires donc, alors que demeurent pourtant certaines charges fixes. On pense par exemple au loyer. Philippe Guédon, le directeur de King Jouet en Isère, demande la possibilité de les annuler. On l'écoute. On a aujourd'hui des vrais élans de solidarité tout au long du pays. Et ben là, on demande pour le commerce que les bailleurs acceptent de faire ce geste. Et si ce n'était pas le cas, ça pourrait avoir des conséquences graves. Alors, sans agiter le chiffon rouge de l'emploi, on parle aujourd'hui d'un risque sur 400 000 emplois. C'est considérable. 20 000 commerces qui pourraient fermer. Donc il ne faut surtout pas en arriver là. On aurait alors des friches commerciales qui seraient une perte pour tous, certes pour les commerces concernés, certes pour les emplois, certes pour les taxes locales. Le commerce fait partie des gros pourvoyeurs en taxes locales, mais aussi pour les bailleurs. D'avoir demain des zones dont une partie serait fermée n'est pas non plus dans leur intérêt. On a surtout été impacté dans la mesure où l'ensemble de nos points de vente sont fermés. Plus de 200 points de vente, si on ajoute les magasins succursales et les magasins affiliés, donc zéro ressource. On a encore sur Rive, sur notre plateforme logistique, un peu d'activité pour notre site internet, le site kingjouet.com, où on a noté une certaine accélération des ventes, mais enfin tout ça pèse encore peu par rapport à ce qui est l'activité normale de l'enseigne. Et puis sur la centrale de Voiron, le siège de Voiron, on a arrêter l'ensemble des équipes, une partie est en télétravail et puis une autre partie a été mise en chômage partiel. Voilà, donc l'entreprise est solide, on n'a pas de risque de pérennité. Ceci dit, c'est quand même pour nous une période compliquée à gérer et puis surtout de bien anticiper de ce que sera le jour d'après, la réouverture, qu'on arrive à mettre en œuvre, ce qui facilitera le retour des clients vers nos points de vente. Pierre Streff, le patron de King Jouet, nous dit pas de risque de pérennité sur l'avenir de l'entreprise pour King Jouet. Est-ce que c'est le cas de toutes les entreprises? Est-ce qu'aujourd'hui, au MEDEF, vous avez déjà des cris d'alarme de certaines entreprises qui disent on ne pourra pas passer ce cap difficile? Oui, alors bien sûr. Tout d'abord, avant de répondre à votre question, je voudrais lancer une félicitation
de la grande solidarité des entreprises iséroises de notre département, parce qu'on a eu effectivement beaucoup de dons de masques, de dons de respirateurs. Vous en avez entendu parler avec le CEA par le président de la région, qui, d'ailleurs, Laurent Wauquiez, que j'ai eu vendredi dernier au téléphone pour me féliciter des actions de nos entreprises du département qui se sont mis à fabriquer, comme par exemple Porsche Industrie dans le Nord-Isère, 1 million de masques par semaine. La SAMC, Soitec, ST Microélectronique. J'oublie pas non plus des sociétés comme KMTIS qui ont fait des dons de tablettes dans les EHPAD, etc. Donc vraiment une solidarité et une générosité de la part de nos entreprises qui a été remarquable. Donc ça, c'était la première chose que je tenais quand même à dire. Pour répondre à votre question, effectivement, des entreprises sont vraiment dans de grandes difficultés. Tout dépend bien sûr des secteurs d'activité. Vous avez des secteurs d'activité, on en a parlé il y a 5 minutes concernant la restauration, les hôtels, où effectivement on a eu des cris d'alerte très importants de la part notamment des hôtels qui voulaient éventuellement voir avec les assurances pour faire rembourser, pour essayer de faire jouer les assurances par rapport aux pertes d'exploitation qu'ils ont eues. Ça, c'est un cri d'alarme très important. Après, il y a des secteurs d'activité qui sont plus protégés, l'alimentation, etc., bien entendu, qui continuent à fonctionner, qui s'organisent. Voilà, donc d'autres secteurs d'activité. Tout à l'heure, Thibaut Richard de la Fédération du BTP sera là pour parler du BTP, où il y a du côté du BTP des entreprises où il y a plus de facilité d'aller travailler en respectant les gestes barrières, d'autres où c'est plus difficile. Donc voilà, donc les secteurs d'activité sont très différents, mais malheureusement, effectivement, il y en a certains qui sont vraiment dans une détresse très importante. Notre rôle, c'est d'arriver, nous, MEDEF, de les accompagner, quelle que soit leur taille. Alors, bien entendu, les plus petites entreprises ont besoin de conseils par rapport justement à leur déclaration pour le chômage partiel, etc. Comment s'y prendre, qui aller voir, etc. Donc, on organise des visios, on a organisé des visios avec, bien sûr, la Directe, avec la DGFIP, avec la préfecture, etc. On continue à organiser avec les chefs d'entreprise, avec les services RH, pour pouvoir accompagner nos entreprises dans toutes les démarches qu'ils peuvent effectuer pour arriver à passer cette crise inédite. Une crise, effectivement, on évoque 36% d'activité économique en moins en France durant cette crise depuis le début du mois de mars, 43% d'activité en moins dans l'industrie. Francis Bénet, la Banque de France et le rôle de la Banque de France à l'échelon départemental, quel peut être son rôle auprès des entreprises qui éventuellement auraient des questions, des inquiétudes, des besoins d'accompagnement? Donc en effet, on intervient à deux niveaux. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué de connaître toutes les aides et tous les contacts que l'on peut avoir sur la place. Donc nous avons un service qui en effet accueille les entreprises téléphoniquement aujourd'hui pour les renseigner, les orienter, analyser avec eux leur propre situation. On peut même aller jusqu'à faire un petit peu un diagnostic pour les aider dans leur discussion avec les banques et les autorités. Et puis, bien sûr, nous intervenons en dernier ressort quand une entreprise se trouve confrontée à un refus d'accompagnement, tout simplement. Donc, ça peut être un problème de refus d'accompagnement bancaire, notamment. Et dans ce cas-là, nous intervenons au niveau de la médiation du crédit. Donc, aujourd'hui, il faut avouer que nous avons, depuis début du mois, à peu près 70 entreprises qui nous demandent, qui appellent au secours. Ce sont, comme l'a dit Pierre Streff, essentiellement des TPE aujourd'hui, donc des chefs d'entreprise qui sont tout seuls. On leur a fermé leur commerce, leur hôtel, leur restaurant depuis maintenant plus d'un mois. Et ils sont vraiment aux abois. Alors, il est évident que les dossiers que l'on a chez nous sont des dossiers que les banquiers, bien sûr, n'ont pas jugés finançables. Donc, on a pu intervenir, nous, et faire remonter les éléments aux autorités nationales, et il y a une loi de finances numéro 2, rectificatif 2, qui vient de passer, qui nous donne des outils, y compris pour les entreprises en difficulté. Pour vous donner un exemple, il n'était pas possible jusqu'à présent de financer une entreprise qui avait perdu plus de la moitié de son capital social à la fin de l'année dernière. Donc là, on a des outils qui se mettent en place. Donc on va essayer d'accompagner les entreprises pour mettre en œuvre ces outils, et essentiellement en l'aide des banquiers.
Mais aujourd'hui, 70 dossiers en médiation du crédit, ça montre, vu la masse, que les banquiers, je confirme, sur l'Isère, travaillent très très bien et ont accompagné aujourd'hui majoritairement beaucoup d'entreprises. Objectif, évidemment, limiter au maximum les faillites et limiter les licenciements. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour cette première partie de Classe Affaires. Dans un instant, nous revenons sur les effets de cette crise sans précédent. Nous ferons le point en particulier sur 2 secteurs essentiels à l'économie locale, le BTP et l'hôtellerie-restauration, évidemment très touchés. On fait une courte pause et on se retrouve. À tout de suite. Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble pour une émission spéciale consacrée à la crise économique liée à l'épidémie de Covid-19. Nous nous apprêtons à vivre la plus sévère récession en un siècle. Avec nous en visioconférence plusieurs invités, bien sûr notre consultant, notre expert Didier Bruno, membre du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Et puis nous rejoignent également 2 représentants de secteurs d'activité qui sont des piliers de l'économie, le bâtiment, les travaux publics et les hôtels-restaurants. Daniel Chavant et Thibaut Richard nous ont rejoints. Bonjour à tous les 2. Bonjour. Et merci d'être avec nous, Daniel Chavant, la présidente de l'UMI, et Thibaut Richard, le président de la fédération du BTP en Isère. Dans vos secteurs d'activité, difficile de télétravailler. On a constaté durant la période de confinement 88% d'activité en moins, par exemple, dans la construction, 90% dans l'hébergement et la restauration. Daniel Chavant, j'aimerais qu'on commence très simplement avec vous. Comment vont les entreprises de l'hôtellerie et de la restauration ? Alors, merci de la parole, aux professionnels. Je précise l'UMI parce que ce n'est pas une appellation forcément évidente, c'est l'Union des métiers de l'industrie hôtelière. Nous sommes 600 adhérents à peu près en Isère et nous avons été un peu violemment traités. Et il faudrait que les choses s'adoucissent un peu pour nos adhérents. Fermé un 14 mars à 20h pour 24 heures. Depuis, les oubliés du 11 mai, on nous dit on prévoira un déconfinement le 14 mai, mais une petite phrase pour rappeler que les professionnels, il faudrait peut-être en faire quelque chose. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous vivons des choses excessivement dramatiques dans nos professions, parce que sur les 600 adhérents, vous avez à peu près 60% qui qui sont des petites maisons avec le mari en cuisine, l'épouse au service, 1 ou 2 salariés, pas plus. Donc, ce sont des travailleurs non salariés, des TNS. Donc aujourd'hui, ils n'ont rien. Alors, bien sûr, on nous a parlé des plans de solidarité, des fonds de solidarité. Enfin, voilà, globalement, il y a des petites choses, mais il y a beaucoup d'inquiétudes. Et puis, cette éternelle fermeture arbitraire, sans explication, vous restez fermé, puis on verra plus tard. D'autant qu'aujourd'hui, on ne sait pas quand les hôtels-restaurants pourront rouvrir. Le Premier ministre nous dit on réétudiera cette hypothèse fin mai. Donc, jusqu'à fin mai, c'est la fermeture. Oui, et puis fin mai pour peut-être nous dire qu'on ouvre 3 jours après ou une semaine après. Ça se prépare dans nos métiers. Les saisonniers ont besoin de réembaucher peut-être, de finir des investissements qu'ils n'ont pas envie de faire aujourd'hui, de terrasses ou je ne sais quoi. Enfin, c'est vraiment pathétique. Alors nous sommes d'éternels optimistes dans nos métiers, parce que nous sommes des gens pour rendre nos clients heureux, donc le mur des lamentations, c'est pas trop ni mon style ni celui de la profession, mais aujourd'hui c'est très grave. Surtout qu'on nous ramène toujours les soucis sanitaires que nous respectons évidemment, mais nous sommes déjà une profession excessivement contrôlée. Nous avons les services vétérinaires régulièrement, nous sommes des gens respectueux. Quand on découvre une intoxication, c'est souvent plus dans des collectivités que dans du prix. Je veux dire, quelque part, arrêtons, faisons-nous confiance, on sait faire, on aime nos clients, on les respecte et on respecte nos collaborateurs. Ça veut dire, Daniel Chavant, concrètement, que vous pourriez aujourd'hui réouvrir certains hôtels-restaurants en respectant la distanciation sanitaire et sociale ou pas ? Bien sûr. Alors là, sans aucun problème.
Sans problème. Vraiment, d'abord parce que sur le plan national, il y a longtemps déjà que nous réfléchissons à tout cela. Et puis parce que, je veux dire, on ne pourra pas faire plus que ce qui est évident. Et après, au niveau du côté cuisine, du côté produit, nous sommes en contrôle constant. Enfin, je veux dire, le sous-vide, le frais, le circuit court, tout ça. Nos clients, d'abord, ils ne sont pas inquiets, ils nous appellent, on vous languit, on languit que vous réouvrez. Je crois que ce n'est pas les clients qui ont peur. Je crois qu'on ne nous respecte pas assez, on ne nous fait pas assez confiance. Voilà. Nous sommes des professionnels. Aujourd'hui, pour évoquer la situation aujourd'hui, on l'évoquait dans la première partie de l'émission, évidemment certaines charges fixes continuent à tomber pour beaucoup de professionnels. Est-ce que vous avez des remontées de professionnels qui sont en danger et qui disent si ça continue, je mettrai la clé sous la porte, je ne pourrai pas rouvrir? Ah oui, d'ailleurs, nous avons une réunion par semaine d'ailleurs où on retrouve les mêmes personnages autour de la table, enfin autour de nos téléphones, avec Monsieur le Préfet. Monsieur Durand, président du tribunal de commerce, le précise qu'il y a déjà beaucoup de dépôts de bilan qui se profilent. Nous, au niveau des adhérents, nous faisons un très gros accompagnement pour leur dire apaisez-vous, ne soyez pas trop inquiets, laissez un peu de temps. Mais si ce que nous demandons n'est pas tenu, je veux dire, c'est très, très clair. Nous aurons, quand on annonce entre 30 et 40% de dépôt de bilan, c'est confirmé. Confirmé. Ça ne peut pas être autrement. Alors certains restaurateurs ont choisi de maintenir une activité minimum grâce à la possibilité des plats à emporter. C'est un système qui est uniquement là, nous disent-ils, pour limiter la casse. C'est ce que nous explique notamment le patron de l'apéricerie à Grenoble. C'est un endroit à Grenoble qui connaît un grand succès normalement en fin d'après-midi et à la sortie du travail. Mais confinement oblige, la terrasse habituellement remplie de monde a laissé place à un trottoir vide où seuls les passants et les vélos circulent. Pour cette épicerie de l'avenue Jean Jaurès, spécialisée dans l'apéritif, il a fallu s'adapter aux mesures mises en place par le gouvernement. Alors désormais plus de restauration sur place et seulement des commandes à emporter ou en livraison, de quoi aussi sauver les meubles. Bien entendu, c'est pas le chiffre qu'on a sur l'année précédente parce qu'il nous manque le surplace qui fait une grosse partie de notre chiffre d'affaires. Surtout avec le temps qu'on a pendant ce confinement, on aurait eu un très beau mois d'avril et une fin de mars pas mal. Mais ça permet de limiter la casse en prenant les précautions donc nécessaires. Et surtout, on rend service à pas mal de gens qui ont pas envie d'aller dans les grandes surfaces pour acheter leur vin, leur bière, leur charcuterie, leur fromage, tout ce qui peut servir pour les apéros, le saucisson, etc. Une seule personne à la préparation, une table à l'entrée où se prennent les commandes et pour les règlements, l'utilisation de gants, de masques et de gel hydroalcoolique, les gestes barrières sont là et tout a été strictement pensé pour limiter au maximum les risques de propagation du virus. Pour les clients qui continuent à venir chercher ici leurs produits, c'est aussi un moyen de soutenir une de ces petites enseignes qui subit de plein fouet cette crise économique et sanitaire. Moi, c'est très important parce que il faut penser à toutes ces personnes qui ont un commerce et c'est fermé. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment un soutien envers toutes ces personnes qui ouvrent. Et puis bon, là, c'est des très bons produits aussi, donc je continue à venir, il n'y a pas de souci. C'est une manière aussi de les soutenir. Et puis c'est vrai qu'on avait l'habitude de venir ici, donc le service à emporter, c'est parfait pour nous. Ils limitent les entrées et puis eux, je pense qu'ils sont équipés pour nous protéger aussi sur ce qu'ils vont nous faire manger. Et s'il n'est pas possible de se poser en terrasse pour profiter du soleil et d'un bon apéritif, rien n'empêche donc de ramener le tout chez soi, de quoi rendre le confinement un peu plus agréable. Alors, j'ai récupéré une bonne bouteille de vin, c'est ma préférée, Chambre d'amour, celle-ci elle est excellente, et puis du jambon blanc, du jambon cru, pour un petit apéritif ce soir. Alors là, un petit assortiment de charcuterie et de fromage, et quelques bières. Si les différents restaurants ne savent toujours pas quand ils pourront reprendre une activité normale à la sortie du confinement, virus ou pas, l'apéritif à la française tel qu'on le connaît a sans le moindre doute encore de beaux jours devant lui. Daniel Chavant, on le voit bien, certains restaurateurs se sont adaptés autant que faire se peut pour limiter la casse, mais il s'agit bien uniquement de limiter la casse. Aujourd'hui, les trésoreries des entreprises sont exsangues. Je pense que je ne peux que parler sous le contrôle de M. Bruno. Vous savez, nous avons subi
les gilets jaunes. Donc ça a été déjà une année 2018 très difficile. Fin 2019, nous avons les grèves SNCF. Donc là, à nouveau, une chute de chiffres importante, parce que le mois de décembre, fin novembre et décembre sont des mois importants. Et voilà. Entre-temps, dans nos professions, nous avons des mises aux normes constantes, parce que nous sommes quand même une profession très, très dans le collimateur à ce niveau-là. Donc concrètement, les trésoreries n'existent pas. Nous sommes tous sur le fil, nous sommes tous borderline, donc personne, à part les chaînes ou peut-être les gros groupes, et tant mieux pour eux, on le voit. La première réaction était de se tourner vers sa banque pour un PGE, un prêt de garantie d'État. Là, j'avoue qu'il y a eu 2 temps, nos banques ont été quand même toutes un petit peu frileuses au début. Il y a eu une meilleure réaction au deuxième temps. Il y a eu, je pense, des informations données. C'est dommage parce que, on le sait, c'est un prêt d'État, donc je pense que nos banquiers ne prennent pas trop de risques. Et puis, c'est la survie. Et au-delà de ça, les prêts, il faudra les rembourser. Donc aujourd'hui, si l'État n'a pas conscience que nous voulons une année blanche au niveau des charges fiscales et sociales, on fera le constat tous ensemble. Hein. Ça, c'est aujourd'hui votre demande essentielle, l'année blanche sur les charges. Ah oui, impératif. Vraiment, d'ailleurs, les calculs le font. On demande tous des simulations à nos experts comptables, à nos cabinets comptables, et c'est évident. Parce que un prêt, bien sûr, c'est parfait, mais il faudra forcément le rembourser. Bien sûr. Donc, et on sait le chiffre que l'on va faire. On va démarrer avec quoi, 30-40%? Les hôtels, il n'y a plus d'international. Même aujourd'hui, on entend Monsieur Philippe le dire, pas de déplacement avant septembre. Donc, l'hôtellerie est morte, elle n'existe pas. Il n'y aura plus rien avant au moins septembre. Et vous voyez le redémarrage. Et nous, on a des charges fixes. Vous voyez, ce couple charmant, ce monsieur qui fait de l'épicerie apéritif, c'est parfait. Moi, je suis ravie. Ils ont besoin, ça stimule, ça me laisse encore un peu de vie dans les quartiers. Mais il n'y a pas de denrées fraîches, de pertes, pas de risque. Ce qui fait, c'est très bien. Mais quand vous travaillez du produit frais, vous pouvez prendre aucun risque. Et puis en plus, on le sait que toutes les denrées vont prendre entre 15 et 20% d'augmentation. On comprend bien le cri d'alarme qui est lancé du coup par les professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. Autre secteur d'activité sur lequel j'aimerais qu'on s'arrête un instant, le BTP, le bâtiment et les travaux publics. Alors il y a eu d'abord les élections, on sait que ce ne sont jamais des périodes très favorables aux affaires dans le BTP, puis ce fameux confinement qui entraîne des difficultés d'approvisionnement. Comment se porte le secteur, Thibaut Richard ? On va dire comme les autres, mal en point, avec par rapport à Michel Salvant, quand même un dynamisme, puisqu'on a quand même une certaine partie de nos chantiers qui ont pu reprendre. Donc on n'est pas complètement à l'arrêt depuis le 17 mars. C'est déjà la grosse différence. Pour rebondir sur la partie élection, déjà le cycle électoral, comme vous l'avez bien signalé, et vous connaissez bien le sujet, implique, on va dire, une baisse d'activité dans notre secteur. Mais comme là, on a eu la moitié des élections, puisque on a 30 000 communes qui ont élu un maire, mais les autres non, et les plus grosses en général non. Et ça n'a pas réglé non plus le problème de l'interco, qui est devenu chargé de nombreuses compétences. Et donc, pour notre profession, il est important que les institutions puissent continuer à fonctionner et que, quand bien même tous les maires ne sont pas élus, qu'il y ait une Comcom qui prenne des décisions et qui puisse lancer des marchés et instruire aussi les permis de construire, gros sujet, pour que notre secteur d'activité ne tombe pas dans 6 mois ou dans 1 an dans une seconde vague d'arrêt. Oui, ça c'est votre premier appel aux élus locaux. N'entraînez pas un ralentissement des commandes. C'est ce que vous dites aux élus locaux. Maintenez les instructions des déclarations des demandes d'urbanisme, des permis de construire. Ça c'est impératif. Ça a été compliqué pendant un moment. On comprend que ce soit compliqué pour toutes les institutions, puisque vous avez du personnel qui est en garde d'enfants, du personnel qui est malade, du personnel qui est fragile. Donc, on va dire que tout le monde tourne à mi-régime ou en tout cas n'est pas à 100%. Et c'est compliqué de l'être. On l'entend, mais pour autant que ça soit complètement stoppé, arrêté, qu'on refuse de prendre nos documents, un permis de construire, essayer de déposer un permis de construire à la mairie de Grenoble aujourd'hui, c'est impossible.
Alors ça, c'est la première demande. La deuxième demande, c'est de pouvoir reprendre l'activité sur les chantiers le plus vite possible. Et on vous répond oui, mais avec des règles sanitaires. Alors il y a un guide de bonne conduite pour les ouvriers sur le terrain qui a été édité. Vous dites c'est bien, mais ça sera aussi impactant. Alors, oui, déjà, il a mis longtemps à sortir, mais il faut souligner que ça a quand même été un temps qui a permis à tous les acteurs de signer ce guide. C'est-à-dire qu'il est validé par le ministère de la Santé, le ministère du Travail, par les syndicats professionnels, autant de patrons que de salariés, par les promoteurs, par les architectes, etc., par le Conseil de la construction. Donc ça veut dire que c'est un guide qui fait consensus. Et ça a permis de donner des bases de la reprise sur certains chantiers avec des fortes coactivités. Il y a des chantiers qui ont pu continuer parce qu'il y avait peu ou pas de coactivité, et donc il suffisait de mettre en place des mesures barrières évidentes, classiques, pour que ça puisse continuer. Sur beaucoup de chantiers où il y a une forte coactivité, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, ça a permis ça. Aujourd'hui, on a un problème de maître d'ouvrage ou d'équipe de CSPS, donc ceux qui s'occupent de la santé, de la protection de la santé et de la sécurité et de nos maîtres d'ouvrage, pour mettre en place ces mesures au niveau du guide. Aujourd'hui, il y en a certains qui demandent 2 fois le guide, d'autres qui demandent des choses qui sont irréalisables. On a un autre problème qui vient avec ça, c'est les masques. Je viens de recevoir à l'instant, moi, il y a 5 minutes dans mon bureau, 500 masques. Il faut peut-être pouvoir travailler la semaine prochaine. Il était temps, c'est ce que vous dites. Alors, ces mesures, ce guide de bonne pratique, je lis ici ou là qu'il pourrait entraîner des surcoûts sur les chantiers de l'ordre de 10 à 20%. Alors, il y a une estimation qui a été faite par certaines entreprises ou par la FEB, on va dire via la FEB, du coût global que pourraient coûter toutes ces mesures dans un contexte donné ou pour certaines entreprises. Alors, il faut comprendre que pour l'instant, on a eu un arrêt de chantier de quasiment 2 mois qui coûte des locations, la location de la grue, la location des banches, la location du matériel. On a un impact sur les EPI, dont je viens de parler des masques, mais aussi sur le transport, puisqu'on est obligé de transporter maintenant moins de personnes dans un véhicule, donc ça coûte forcément beaucoup plus cher à transporter, et c'est un vrai problème pour les chantiers en déplacement ou en grand déplacement. On a tous les abonnements qui courent, EDF, eau, etc. On a obtenu, et là je dois remercier notamment la métro, mais la majorité des mairies de l'Isère ont suspendu les frais de voirie. Vous savez, quand on utilise une voirie, on paye des frais de droit de voirie. Donc là, on ne paiera pas ces frais durant la période de l'urgence sanitaire. Après, on a tout un tas de complexités liées à l'organisation du chantier pour pouvoir, on va dire, respecter les mesures barrières qui sans doute induisent un manque de productivité. Alors, estimer tout ça dans un pourcentage, c'est très compliqué. Je pense que pour la majorité d'entreprises, ce sera quand même moins que 10%. J'espère, parce que 10%, personne ne pourra les payer. Les maîtres d'ouvrage ne pourront pas prendre 10% en plus. Les entreprises ne pourront pas supporter 10%. Je rappelle qu'en général, dans nos métiers, quand on gagne 1 à 2% de marge nette à la fin de l'année, c'est très bien. Thibaut Richard, je vous pose la même question qu'à Daniel Chavant tout à l'heure. Est-ce que vous avez connaissance d'entreprises du BTP dans notre département de l'Isère qui sont en situation désespérée ? Alors, malheureusement, oui. Évidemment, il y avait ceux qui étaient déjà dans une situation compliquée avant. J'imaginais qu'après, avec un arrêt, et même s'il y a eu énormément de mesures qui ont été prises par l'État, effectivement, PGE, report de charges fiscales, sociales, etc., ça n'est pas un don, donc il faudra quand même les rembourser, comme l'expliquait Michel Chavant tout à l'heure. Et pour ces entreprises qui avaient déjà des difficultés avant, on va dire qu'on s'attend forcément à avoir forcément beaucoup plus de dépôts de bilan dans les prochains mois. Là où je suis, moi, encore plus inquiet, c'est la deuxième lame, c'est-à-dire à cause de ce manque d'instruction de permis, à cause de ces retards dans les démarrages des opérations immobilières de toutes sortes, et dans les prises de décision politiques à cause de ces problèmes d'élection, etc., on va avoir forcément un trou d'air dans notre activité qui va arriver juste après ces premières difficultés
de réorganisation, etc. Et là, les prêts ne suffiront pas. On a besoin de faire des résultats. Bien sûr, on a entendu la demande de Daniel Chavant pour les métiers de l'hôtellerie et de la restauration qui était de demander une année blanche pour les charges salariales et les charges patronales. Si vous aviez une demande particulière à faire pour soutenir votre secteur d'activité, quelle serait-elle ? La première, j'en aurais au moins deux. Très rapidement. La première, c'est effectivement réactiver très vite les opérations, redémarrer les chantiers, mais aussi les instructions de permis, etc. Et faire que les instructions fonctionnent pour qu'elles puissent prendre des décisions. Et puis l'autre, effectivement, c'est à minima un allègement de charges pour les heures supplémentaires qui vont être à faire pour pouvoir rattraper les retards sur les chantiers. Bien sûr. Didier Bruno, on entend bien le désarroi de ces secteurs d'activité qui sont essentiels à notre économie. Aujourd'hui, on n'ose pas encore penser à l'après. On est encore dans la crise, dans le dur de la crise. Est-ce qu'on ne doit pas se poser la question dès aujourd'hui de savoir comment on va réorganiser l'économie après cette crise-là ? Est-ce que, alors c'est très schumpeterien, mais est-ce qu'on ne doit pas inventer un après ? Oui, non, mais je pense qu'il va falloir tirer les leçons de cette crise, tant à titre personnel qu'à titre professionnel, à titre individuel, à titre collectif. Moi, je pense qu'il y a eu une période, on est toujours dans l'urgence, et l'urgence, globalement, tous les États l'ont fait, et je pense que notre gouvernement a mis quand même sur la table un certain nombre de choses, 300 milliards de PGE, 112 milliards de plans d'urgence. Ça ne règle pas toutes les situations, parce que comme l'a dit Madame Chavant, ou comme l'a dit Francis, il y avait des entreprises qui étaient en difficulté après les gilets jaunes, les grèves, etc. à l'entrée de crise, et c'est vrai que ça ne fait. Mais on a quand même acheté, j'allais dire, un peu de temps avec ces mesures d'urgence qui ont été mises en place. Voilà. Maintenant, il va falloir réfléchir à la reprise, et j'allais dire à la reprise, pas comme il va falloir retrouver de l'activité, il va falloir surtout, je pense, retrouver beaucoup de confiance, parce que c'est un gros choc psychologique. Individuel et collectif, il va falloir retrouver de la confiance, et je pense qu'il va falloir retrouver des solidarités que l'on voit pendant la crise, c'est le côté positif de la crise. Les grandes entreprises ne doivent pas laisser traîner les délais de paiement pour les petites entreprises. Entre les promoteurs et les constructeurs, il va y avoir des discussions, parce que c'est vrai qu'il y a un surcoût sur les chantiers. Entre les banques privées et les banques publiques, il va falloir qu'on bosse bien ensemble, etc. Toutes ces solidarités, sur le plan politique, il va falloir retrouver des consensus. Sur le plan international, il va falloir qu'on ait une géopolitique qui soit beaucoup plus apaisée pour régler tous ces problèmes. Toute la sortie de crise, j'allais dire, c'est des milliards qu'il va falloir. Il va aussi falloir prendre des bonnes décisions de la lecture de ce qui s'est passé, le rôle du télétravail. Moi, je fais simplement une parenthèse. Dans les entreprises que je vois, les deux qui s'en sortent, enfin, le principal critère qui explique qu'une entreprise s'en sort bien aussi, c'est la qualité des relations sociales et du management au sein de cette boîte. C'est quelque chose de fondamental. Quand ça tient bien sur le plan humain, même si à l'extérieur c'est compliqué, il y a des entreprises qui passent un peu plus facilement cette crise. Il va falloir, j'allais dire, travailler là-dessus, et il va falloir travailler sur des mesures structurelles. Parce que l'urgence, c'est bien, mais derrière, on parlait des fonds propres, par exemple. On sait très bien que nous, les banquiers, il va falloir qu'on travaille sur des offres de fonds propres, parce que dans 9-10 mois, va se poser des problèmes de fonds propres. Quand on ne fait pas de résultats, qu'on fait des pertes, il y a un problème de fonds. Voilà. Donc, je vais dire, on en est au tout début. Ce n'est pas une course de fond, mais c'est quand même une course de fond. C'est à la fois un sprint en ce moment et une course de fond demain. Et il va falloir beaucoup de solidarité entre tous les acteurs. Je crois que notre région, notre département est bien armé pour ça, mais je crois qu'il va falloir encore plus qu'avant pour que toute l'économie se relève. Une conclusion en forme de sommaire pour les jours qui viennent et surtout pour les mois qui viennent. Merci beaucoup Didier Bruno. Merci également à Daniel Chavant et Thibaut Richard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau dans des conditions techniques bien particulières pour ce classe affaires confiné, mais toujours en prise directe avec notre territoire. Soyez forts. Merci à tous de votre fidélité et à très vite pour un nouveau voyage en classe affaires dans le club de l'économie en Isère. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Entreprises, secteur public, acteurs de l'économie sociale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes s'engage à vos côtés. Caisse d'épargne Rhône-Alpes, la banque des décideurs en région.